Aujourd'hui, la compta peut être à 90% automatisée. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club. Vous le savez, le podcast dédié à l'expertise comptable, aux experts comptables, aux équipes, à toute l'équipe en gros et même aux clients maintenant pour faire évoluer le métier d'expert comptable. Aujourd'hui, comme d'habitude, un épisode que je sais exceptionnel, un épisode que je suis très heureux de faire avec toi Tony parce qu'en fait, pour tout vous dire dès le départ, en gros, quand j'ai vu ce que Tony faisait, je me suis dit, bon Dieu, c'est la boîte que j'aurais rêvé monter. Donc je suis trop content de pouvoir partager un petit moment avec toi et avoir ton retour sur le thème d'aujourd'hui, c'est véritablement la digitalisation. Alors la digitalisation, on en fait tout un plat, etc. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Mais ce qui est vraiment important pour moi et ce que je veux qu'à la fin de cet épisode, on arrive à avoir, c'est que tous les experts comptables qui nous écoutent puissent vraiment comprendre quel est le rôle de l'expert comptable dans la digitalisation auprès de leurs clients. Donc on va parler de plein de choses à tous ces sujets. Le but, c'est vraiment, encore une fois, qu'à la fin de cet épisode, vous ayez compris la place que peut prendre vraiment l'expert comptable, le cabinet en fait au sens large, au milieu de la digitalisation pour le client. Voilà un peu le topo de l'heure et quart qu'on va passer ensemble, Tony. Je suis ravi de t'accueillir. Salut. Salut, je suis ravi d'être là aussi. Bon, alors pour te présenter en 2 mots, même si je te passe la main après, comme ça tu vas te présenter, tu connais extrêmement bien la profession en long, en large, en travers, tu connais bien le digital, tu as monté la boîte qui s'appelle Billy, une boîte qui s'appelle Billy, et puis vas-y, je te passe la main pour que tu nous en dises un peu plus. Ouais, tout à fait. Moi, je suis de formation comptable, j'ai bossé en cabinet, j'ai bossé en entreprise dans un peu toutes les fonctions comptables, chez Vinci pour les citer. Effectivement, j'ai monté Billy il y a bientôt 2 ans maintenant, vraiment sur le sujet de l'interconnexion des outils financiers, qui a un peu été, comme d'habitude, quand on entreprend un pain tout au long de ma carrière, autant en expertise qu'en entreprise. Donc voilà. On a monté Billy pour vraiment servir les utilisateurs à améliorer leur process, améliorer la communication de leurs outils et permettre justement qu'ils s'outillent pour leur faire gagner du temps. Ce qu'il faut bien comprendre, du coup, pourquoi j'ai dit au début que je pense que c'était la boîte que j'aurais rêvé de monter, c'est que en tant qu'entrepreneur, on passe tous beaucoup de temps à faire soit la facturation, soit on va rentrer des données dans un CRM, puis après on va devoir les re-rentrer dans l'outil de facturation, puis peut-être on va les re-rentrer dans l'outil de suivi des relances, etc. Il y a quand même cette multitude de doubles tâches à faire. Un peu ce qui me rappelle d'ailleurs en cabinet ce qu'on pouvait avoir entre la personne qui remplit son Excel, puis la personne qui saisit les écritures. Donc cette espèce de travail de double saisie, alors que la logique que vous avez créée, en tout cas avec Billy, c'est vraiment de dire attends, on va lever le fait qu'il y ait un seul outil qui fasse tout. Il peut y avoir 2 outils et du coup, nous, on va s'occuper de les faire parler entre eux. Et le cas d'usage, en fait, qui m'a fait te contacter au tout début, c'était de dire, OK, moi, j'utilise Pipedrive, j'utilise un outil de facturation, mon cabinet, il utilise un outil pour la partie compta. Bon, attends, je suis en train de faire 3 fois la saisie, j'ai pas un dashboard complet. Voilà, toi, t'es venu, vous venez, en tout cas, lever ça. Et le rôle de l'expert comptable, et c'est pour ça, tant pis, on rentre direct dedans, il est aussi d'être capable d'être force de proposition auprès des entrepreneurs pour dire tiens, attends, tu utilises ces différents outils, il existe des solutions pour les faire parler entre eux et puis on va pouvoir travailler ensemble les process. En fait, t'expliques vraiment le problème global. Le problème global, c'est que la finance, on le voit trop comme attachée à une personne. La finance dans une entreprise, c'est plusieurs personnes. Ça part du sales, qui fait aussi de la finance parce qu'il vend, il fait des factures. Enfin, il est censé faire des factures. Il est censé un peu suivre la vie de son client pour se faire payer, etc. et faire vivre un peu le business.
on a la partie administrative, on a la partie expertise comptable. Et en fait, toutes les boîtes ne se ressemblent pas. On va avoir les toutes petites boîtes qui sont monopersonnes, on va avoir les moyennes boîtes, on va avoir les très grosses boîtes qui ont beaucoup de sales, beaucoup d'administratifs, beaucoup d'outils différents. Et que ce soit une petite boîte avec son outil et l'expert comptable qui a un autre outil, ou une grosse boîte qui va multiplier des outils parce que, par exemple, une très grosse boîte va utiliser majoritairement du Salesforce, du HubSpot en CRM, et un outil de finance à côté, la problématique c'est que c'est pas le même outil. Et donc effectivement, comme tu dis, il y a une personne qui fait les choses de son côté et l'autre personne doit rattraper la chose. Moi, ce qui m'avait un peu on parle du CRM, mais en fait, il y a plein d'autres métiers comme ça. Chez Vinci, on avait notamment tous nos techniciens, parce qu'on était dans la maintenance. Enfin, en tout cas, ma partie était dans la maintenance. Tous les techniciens sur le terrain faisaient des rapports, envoyaient le rapport à la compta, et on avait des facturiers. En 2019, on avait des facturiers qui s'occupaient de prendre un rapport d'intervention et de le transformer en facture. Une tâche vraiment bête. Alors que, en fait, c'est presque le boulot du technicien de faire son rapport sur un outil qu'il a à sa disposition. Et là, en fait, c'est la facture, il l'a fait déjà, sauf qu'elle n'a pas la forme de facture. Donc en fait, c'est vraiment aujourd'hui, on voit peu la finance comme un ensemble dans une boîte, et on veut encore beaucoup la rattacher à quelques personnes. Je pense que la finance de demain, c'est vraiment quelque chose qui sera diffus et tout le monde fera des actions, tout le monde aura accès à la donnée, peu importe son outil. Et le must, c'est si tu veux demain changer de CRM, tu changeras pas tes habitudes côté finance parce que tu passes de Salesforce à HubSpot. Tu retrouveras exactement la même chose. La finance n'aura pas à changer ses manières de faire. Tu retrouveras tout pareil. Et ça, c'est notre boulot justement d'évangéliser, d'être agnostique et de permettre, de quel que soit ton outil, tu retrouves la même chose côté finance. Est-ce que en fait, ça veut dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est extrêmement siloté dans les entreprises, et c'est vu encore comme vraiment quelque chose de siloté. C'est un bon exemple, ce que tu dis. T'as les sales d'un côté qui, on va dire que dans l'imaginaire collectif, s'occupent de vendre, et une fois que c'est vendu, ils sonnent le gong et on n'en parle plus, et après ils se démerdent sur la prod et ils se démerdent sur l'admin et la compta, alors qu'en réalité, tout doit être désiloté. Et le digital, la digitalisation vient permettre en fait de lever ces silos. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. C'est à peu près, c'est ça en fait. Tout est très siloté. Et on parle du sales dans une boîte, du sales et de l'admin, c'est très très siloté encore. Si tu veux désiloter ça dans ta boîte, c'est énormément de développement, on va dire custom, personnalisé. Donc tu vas payer, on va dire très cher des boîtes qui vont faire un truc vraiment pour toi. Du coup, c'est pas accessible aux moyennes boîtes. On va dire que c'est des très grosses boîtes qui vont faire ça. Les petites boîtes, elles peuvent pas se permettre de dépenser des 20, 30 000 euros sur des intégrations. Bien sûr. Parce qu'on parle vraiment d'intégration. Et c'est la même chose en fait pour l'entrepreneur et l'expert comptable. On est encore siloté aujourd'hui. Alors il y a des outils qui désilotent, qui font du tout en un pour permettre justement aux experts comptables et aux clients d'utiliser le même outil, mais ça veut pas dire que demain l'outil conviendra à tout le monde. D'ailleurs, les outils sont de plus en plus spécialisés dans l'écosystème. On retrouve beaucoup d'outils métiers aujourd'hui qui intègrent une partie de facturation et qui servent autre chose justement que la facture. Donc qui vont aller sur... je vais donner quelques exemples. On va parler dans le bâtiment. On travaille avec notamment Projetbat qui va faire d'autres choses qui sont vraiment typées bâtiment et tous les outils ne peuvent pas intégrer leurs fonctionnalités. On va avoir... tout ce qui est du Stripe, du Chargebee, du Hyperline qui vont aller vraiment sur de la facturation très spécialisée pour les SaaS, etc. Et en fait, même sur d'autres outils, j'ai une petite appli de quelqu'un que je connais qui s'appelle Wedding Plan. C'est un outil de métier qui intègre de la facturation pour les wedding planners. Ok. Donc on est vraiment très spécialisé. Enfin, on se spécialise de plus en plus. Toutes les boîtes SaaS qui se montent sont beaucoup d'outils métiers et du coup s'adaptent à l'ensemble de la boîte et la facturation devient une partie de ça
Et donc ça resilote encore l'aspect client, expert comptable. Ok, sachant que il sort de nouveaux outils régulièrement qui vont faciliter la gestion des verticales. Là, c'est un très bon exemple que tu as donné sur le wedding planner, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais monter une boîte pour aider les wedding planners à gérer leur activité parce qu'il y a rien qui existe dessus, alors qu'on pourrait se dire bah ok, il va prendre un outil de gestion de projet, puis ça devrait le faire en truc ouvert. Donc c'est-à-dire que le rôle de l'expert comptable là aussi, il est d'être à mon sens capable, je parle sur le sujet de la digitalisation et puis après tu me dis comment toi tu le vois, mais il est aussi d'être capable de segmenter son portefeuille, voir quels sont les différents secteurs d'activité. Le bâtiment, tu l'as dit, la restauration, c'est le cas. Les boîtes de services, c'est aussi le cas. Les e-commerce, c'est aussi le cas. Et trouver la force de proposition pour être devant en fait avec le client et lui dire tiens, en fait, évitons ce silo. Tu vas gagner du temps parce que mon outil se connecte, mon outil de compta. Donc toi, ça te fait gagner du temps en tant que cabinet, pour récupérer la data. Tu offres plus de visualisation et t'as désiloté. C'est ça qui est important de comprendre, quoi, en gros. Oui, c'est ça exactement. C'est l'expert comptable, c'est un peu comme comme ce qu'on vient de dire sur les éditeurs. Ça veut dire que on va avoir des experts comptables qui sont généralistes, qui vont un peu prendre tous les corps de métier. Et les experts comptables qui se spécialisent de plus en plus. Les experts comptables qui se spécialisent, ils peuvent quand même potentiellement avoir un peu connaissance du marché, des outils qui sont adaptés à leurs clients, parce qu'ils voient s'ils sont sur la même verticale métier, ils voient ce qui s'utilise, ils voient ce qui marche moins. Donc ils peuvent conseiller. Mais sur, on va dire, si on raisonne un peu globalement, il y a énormément d'outils qui existent. Donc dès qu'on sort un peu de sa verticale, et même sur une verticale bâtiment, on peut avoir, enfin bâtiment ou service, on va dire, il y a des outils spécialisés dans l'agriculture, il y a des outils spécialisés dans le bâtiment, on l'a dit, dans des catégories de bâtiments même. Donc même dans les verticales, ça se verticalise encore. Et sur un aspect global, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas idée de combien d'outils existent rien qu'en France et dans le monde. Sur de l'outil de facturation, on est sur plusieurs centaines. Okay. Sur des outils CRM, on est sur plusieurs milliers. Il y a plusieurs milliers d'outils. Plusieurs milliers. Ok. Dans le monde. Parce qu'il en existe justement plein en fonction des verticales. Il en existe plein. Il en existe plein de petits, plein de versions différentes. Par contre, ce qu'on peut retrouver sur les CRM, c'est que le raisonnement un peu 20-80 existe. C'est-à-dire qu'il y a 3 logiciels aujourd'hui qui prennent 80% des parts de marché. Okay. C'est lesquels ? On a Salesforce, Pipedrive et HubSpot. J'en oublie peut-être un, mais on en a 3-4 qui prennent vraiment les grosses parts de marché. En tout cas, qu'on retrouve nous tout le temps dans les demandes qu'on a, parce qu'on a beaucoup de demandes pour on va revenir sur ça après, que tu nous expliques un peu comment tu peux avoir les demandes et tout. Et par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que côté facturation, c'est beaucoup moins le cas. Donc côté facturation, le 20-80 ne se voit pas. C'est-à-dire ? C'est beaucoup plus dilué. Ok, il existe beaucoup plus d'outils de facturation. Il existe beaucoup plus d'outils, c'est beaucoup plus dilué. Aujourd'hui, on a 4 millions de boîtes en France. Hein. Si on prend les parts de marché de ceux qu'on entend le plus, ça représente même pas 20% du marché. Et donc, on estime quoi, que 80% est sur Excel ? Je pense 40-50% aujourd'hui, parce que ça commence quand même à bouger. Mais énormément d'outils ont entre 500 et 1000 utilisateurs. Ah ouais, ok. Énormément. D'accord. Ça doit être sympa, ça, pour l'intégration de tout et l'uniformisation et le fait de désiloter les process finance. Alors c'est beaucoup d'outils différents, mais ça montre aussi l'importance de ce qu'on essaye de faire, d'être un peu un acteur central qui va venir faciliter la communication de manière agnostique et de permettre justement d'utiliser l'outil qu'on veut. Et c'est pour moi, c'est le plus important. L'entreprise doit pouvoir utiliser l'outil qu'elle a besoin
avant d'utiliser l'outil qu'a besoin son comptable. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui peut changer par rapport à l'arrivée de la facture électronique ou le marché va rester je te vois sourire. La fameuse facture électronique. Qu'est-ce qui va changer? Alors déjà, je pense qu'aujourd'hui, on va quand même attendre de voir ce que va devenir la facture électronique. Parce qu'on nous a promis beaucoup de choses très vite, en 2024, etc. Je pense que ça a été un programme trop porté par des technocrates, on va dire, qui sont beaucoup éloignés du besoin des entreprises, et qui ont commencé à faire quelque chose de très très compliqué. Si on parle de facture électronique, Billy est né de la facture électronique, mais est né de l'avant PDP PPF. C'est ce que j'allais te demander. Vas-y, revenons alors du coup sur la naissance de Billy et ce qui va nous amener du coup à la facture électronique. La naissance de Billy, c'est B2B. C'est un peu copier le modèle de l'EDI, pour ceux qui connaissent, mais majoritairement utilisé par les grandes entreprises. Mais le faire en mode API, donc beaucoup plus massifié. Donc Billy a été pensé pour ça à la base, pour vraiment se transmettre des factures de clients à fournisseurs. Et ça, c'était l'avant modification de la loi de finances 2020, parce que la première loi de finances, l'esprit était: nous ne voulons plus du papier, nous voulons que vous envoyiez des factures dématérialisées, faites-le comme vous voulez. Et on a vu en 2 ans comment c'est devenu, donc beaucoup plus compliqué. Et du coup, ce qui s'en est suivi, un report, parce que je pense qu'à un moment donné, on est dans une impasse entre la complexité voulue, le temps attendu, et la capacité à justement répondre à toutes ces obligations qui sont devenues beaucoup trop éloignées du besoin des utilisateurs. Donc à ce moment-là, toi, tu as tous ces changements, tu dis ok, on va faire un pivot sur la boîte. Exactement. Dès qu'on a vu que ça commençait à partir dans des plateformes centralisées, certifiées par l'État, etc., on s'est dit il y aura trop de lobbying sur le sujet. On sera pas armé pour aller se battre là-dessus. Et on a voulu continuer à faire ce qu'on voulait faire, c'est servir le besoin concret, le besoin réel des utilisateurs, et donc via des besoins beaucoup plus internes que du B2B, beaucoup plus internes, donc qui va vraiment servir l'entreprise et ses proches partenaires, donc l'entreprise elle-même, son expert comptable, c'est de là qu'on est parti, plutôt que faire du B2B. Donc tu t'es positionné en service plutôt que boîte d'envoi de facture électronique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, si je reprends le parallèle avec le métier d'expert comptable, plutôt que se dire ok, il faut que j'attende j'attends l'arrivée de la facture électronique pour bouger. Non, en fait, toi, t'as fait ce switch, t'as vu le truc, tu t'es dit c'est une usine à gaz, ok, on va changer le modèle et on va apporter du service à l'entreprise. Et en fait, c'est ce même switch que peut se dire l'expert comptable qui écoute aujourd'hui. On se dit attends, la facture électronique, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est la digitalisation et le service à l'entreprise. Le vrai sujet, c'est la digitalisation. Ouais. C'est ça le vrai sujet. C'est la facture électronique sera, selon comment elle voit le jour, sera au service des besoins des entreprises. Le vrai sujet, c'est comment on améliore son process, comment on améliore la rentabilité des entreprises, en fait. Il est vraiment là le sujet. Et la facture électronique n'améliorera pas la rentabilité de l'entreprise. C'est pas ça qui va être game changer pour une entreprise. Ça va améliorer un peu les process. Et encore, selon comment ça voit le jour, ça va plutôt les complexifier. C'est un peu de ça qu'on a peur aussi. Donc nous, on est vraiment focus sur comment on améliore les process de l'entreprise et comment ça peut lui faire gagner du temps, de la visibilité, etc. Quand on parle de CRM, c'est vraiment permettre aux sales de piloter son portefeuille depuis son CRM. Donc ça permet de mettre tout le monde dans le bain de la finance et du coup de la rentabilité. Tu parlais de silos tout à l'heure, on voit trop. Moi, j'ai trop vu dans ma vie des sales qui disent après que j'ai vendu,
c'est plus mon problème. Non, c'est pas vrai. C'est ton problème, c'est la boîte, la rentabilité de la boîte aussi. cash flow. Tu vends, c'est tu encaisses. Et c'est potentiellement tu fais de l'upsell. En tout cas, c'est tu pilotes ton client de A à Z. Et c'est pas en silotant qu'on y arrivera. C'est quoi la digitalisation du coup pour toi? C'est une bonne question. Pour moi, la digitalisation, c'est avoir les outils qui soient adaptés à ma boîte. Sur différentes verticales, enfin différents pôles, c'est comment tu pourrais le traduire? Sur un peu de tout. Je pense que la digitalisation doit être vue de manière un peu globale. Et ça peut être de tout. Et toutes les boîtes, même une boîte qui ressemble à une autre n'aura pas le même besoin parce que c'est pas adapté à ses process. On peut adapter nos process aussi un peu à la marge, on va dire, pour s'adapter aux outils, mais la digitalisation, c'est quand même penser la boîte, penser ses manières de faire en fonction d'outils qui nous correspondent. C'est pas l'inverse. C'est pas on va prendre un outil et on va s'adapter à cet outil-là. Je fais comme ça, je veux faire comme ça, quel outil me correspond le mieux. Dans l'outil qui me correspond le mieux, c'est est-ce que je vais pas perdre du temps aussi avec ce nouvel outil parce qu'il va m'apporter d'autres problèmes. C'est intéressant, ça veut dire que parce que autant sur une boîte en création, c'est un peu simple, je te dirais de choisir les outils avec lesquels on part parce que ça va pas changer grand-chose. Quand bien même c'est la logique de ce que tu viens de dire peut se partager parce que ça veut dire que même si on est en création, on doit d'ores et déjà se poser la question du processus qu'on va vouloir mettre en place pour gagner du temps. Mais du coup, si je me mets à la place d'un cabinet d'expertise comptable ou d'une entreprise qui existe déjà, comment toi tu choisirais les outils, comment tu dresses, c'est quoi avant de faire le benchmark, parce qu'il en existe justement, tu l'as très bien dit tout à l'heure, tellement. Quelles sont les étapes selon toi un peu pour faire le benchmark et se lancer dans le choix de la digitalisation? Je parle vraiment d'une entreprise, tu vois là, qui est dans les 50% qui font encore leurs factures sous Word ou Excel. Par où on commence? Alors je pense que si une entreprise qui utilise encore Word et Excel, va falloir qu'elle se fasse un peu accompagner. Parce qu'on bascule pas non plus sur la digitalisation, on va dire simplement. Ça reste un process à réadapter. Si on part de zéro, je pense que je prends l'exemple de Billy. Nous, aujourd'hui, on est une dizaine de personnes. Il y a personne qui s'occupe de la finance. Tout est quasiment automatisé. La finance est en autopilote chez vous? La finance est en autopilote. Ok. Sur un business model SaaS? Sur un business model SaaS, tout à fait. Donc, le temps qu'on passe sur la finance par mois, c'est moi qui le fais, forcément. Ouais, bah oui. C'est, maximum 3 heures. Tu fais 3 heures par mois sur la finance, ok. Pas plus, ouais. C'est quoi les process Vas-y, donne-moi les process, s'il te plaît, j'en rêve. Les process, on a tous les outils qu'on a choisis, et c'est un peu la vision qu'on porte aussi, mais tous les outils qu'on a choisis sont des outils APIisés. Donc c'est tous des outils ouverts sur lesquels on peut faire communiquer. Et je pense que dans l'évolution des logiciels, des éditeurs, on va vivre dans les prochaines années la même révolution qu'on a vue avec les clients lourds historiques qu'on installait sur les machines, qui est basculé vers le SaaS. On va vivre la même chose avec les SaaS qui sont fermés, avec les SaaS qui sont ouverts. Donc un SaaS ouvert, c'est un SaaS qui a une API et qui permet de faire des choses pour que justement on puisse faire plus de choses que ce que nous offre le logiciel en lui-même. Et un SaaS fermé, à contrario, c'est un SaaS qui ne communique pas. Ça existe d'ailleurs des SaaS qui sont fermés? Alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup encore. C'est un SaaS qui communique pas, mais qui a plutôt la philosophie de vouloir tout faire par lui-même. Et nous, on s'inspire beaucoup d'autres domaines qui sont plus en avance que la finance historiquement. Je pense au e-commerce notamment. Quels sont les inspi que tu vas chercher chez eux? Non, plutôt le positionnement. Comment ils font vivre l'écosystème autour de leur outil. Moi, je trouve ça assez inspirant sur du Shopify par exemple. Shopify, c'est leader quand même sur le e-commerce. Shopify, ils assument
d'avoir un outil où tu peux tout faire, mais de ne pas tout faire eux-mêmes. Alors Shopify, pour redonner le contexte, c'est la plateforme principale utilisée par les e-commerçants, à la fois pour gérer leur site, gérer la facture, donc tu disais ça fait beaucoup de choses, quoi, le référencement, le design du site, la gestion des stocks, peut-être, je sais pas. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais surtout il y a une multitude de possibilités supplémentaires de ce que offre Shopify nativement, on va dire. Donc on a les offres Shopify, mais on a plein de choses qui va venir améliorer son expérience avec Shopify. Et les boîtes américaines sont très fortes là-dessus, de laisser vivre un écosystème de développeurs, améliorer leurs produits. Et souvent d'ailleurs, on voit des rachats de boîtes dans ces domaines-là où ils intègrent, ils se disent la solution qu'ils ont développée est tellement importante pour moi que je vais la racheter. Mais en tout cas, ils ont un mode de marketplace qui propose vraiment beaucoup de services en plus, vraiment en assumant de pas les faire eux-mêmes. Et ça, tu vois la même chose sur le marché français ? Je pense qu'aujourd'hui, on n'assume pas encore cette verticale on va dire, de services de connectivité. C'est quelque chose qui est en train de se développer. Les outils dont on parle, Shopify ou même HubSpot, etc., sur d'autres verticales, ils sont très américains. Donc ils sont quand même très en avance sur tout ça. En France, on a peu de pur CRM, on va dire, de cette ampleur, ou de site e-commerce de cette ampleur. Donc on a moins de comparaison, d'inspiration sur ça. Il y aurait celle-ci, on va dire, pour la logique de logiciel français. Oui. Après, effectivement, il y a celle-ci en CRM qui est un très bon outil aussi. Enfin, celle-ci est Axonote, comme ça on cite les deux. Exactement. On va rester agnostique. Mais il y a vraiment, je pense qu'on a vraiment beaucoup à s'inspirer des outils américains. Et du modèle qu'ils ont réussi à déployer. C'est pas un hasard non plus si Shopify est le leader mondial. Le modèle qu'ils ont construit, c'est vraiment un modèle où ils vont faire vivre un écosystème, et ils vont vraiment permettre de pouvoir faire plein de choses avec leur outil. Ils offrent le cœur du réacteur, et après à chacun d'aller choisir la brique qui vient l'intéresser par rapport à son segment, par rapport à son activité, par rapport aux données dont il a besoin, quoi. Exactement. Là où je disais un peu tout à l'heure des outils métiers dans la facturation, je pense que Shopify, c'est un parfait exemple d'un généraliste qui sait s'adapter aux besoins de tout à chacun. Tout à l'heure, tu parlais d'API, qui est un sujet hautement important, je pense, en matière d'ouverture. Et tu me dis que tu fais 3 heures parce que tu utilises des outils, 3 heures par mois, de gestion financière parce que tu utilises des outils. Est-ce que c'est des API parce que vous êtes une boîte tech? C'est important de le rappeler quand même. Est-ce que c'est toi qui développes le fait que les outils communiquent entre eux? Est-ce que tu choisis des outils qui ont déjà des boîtes un peu comme vous qui viennent les faire communiquer entre eux, ou alors qu'ils ont des intégrations en natif? Comment ça se passe? Si toujours pareil, je reprends la question de base, je sais pas par où commencer, comment je m'organise? J'utilise Billy. Tu utilises Billy, avec un peu de chance on aura tes outils connectés. Non, mais je pense qu'aujourd'hui il y a t'as plusieurs façons de faire. T'as effectivement des boîtes qui vont être très spécialisées, qui vont développer un peu ce que je disais tout à l'heure, des développements très sur mesure, mais qui vont coûter très cher. Donc c'est pas forcément adapté à toi. Toi, tu vas aussi avoir la possibilité si l'outil est ouvert toujours. De toute façon, si l'outil est fermé, si l'outil est fermé, il y a pas de pour moi voilà, déjà la première question, il y a pas de sujet. Après, on peut toujours débattre sur est-ce qu'un import-export c'est une intégration. Ma réponse est non. Mais pour moi, une intégration, c'est quelque chose qui fonctionne sans que t'aies un bouton à appuyer dessus. Ça doit fonctionner comme un seul et même outil. La philosophie d'une vraie intégration, c'est ça. Après, t'as des services type Zapier ou Make ou N8N qui vont te permettre de faire du custom sur certaines tâches, mais
c'est quand même assez limité et ça devient vite assez cher si tu veux faire des trucs complexes. C'est pas accessible à tout le monde. Faut quand même être un minimum à l'aise avec ces outils-là. Je veux dire, un entrepreneur qui est sans être péjoratif, hein, un entrepreneur du bâtiment, il va pas aller s'amuser à faire du Zapier. C'est pas jouable. Et donc nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est des cas d'usage plug and play où vraiment t'as rien d'autre à faire que connecter tes outils. Et pour moi, l'adoption doit passer par là. C'est vraiment la simplicité de configuration. Il y en a même pas de configuration en fait. Oui, juste tu branches. Donc si je résume, si tu dois parler de digitalisation, on va dire un peu pour automatiser tout ça, premièrement, la première question à se poser, c'est est-ce que l'outil qu'on va utiliser ou est-ce que les outils, parce que du coup, pour résumer quand même, c'est que tu parles à chaque fois de plusieurs briques. Tu vas avoir une brique facturation, une brique gestion commerciale, une brique potentiellement relance, une brique. Tu vois quoi d'ailleurs comme brique à surveiller toi sur ces sujets de digitalisation? Nous déjà, on en a 4. Forcément, t'as la brique bancaire, faut pas l'oublier aussi. Bien sûr. Parce que toutes les banques non plus sont pas simplement intégrables avec les autres outils ou tous les outils, même si bien qu'aujourd'hui c'est évangélisé, tous les outils intègrent la récupération de la donnée bancaire. Donc t'as ça, tu vas avoir l'outil CRM chez nous aussi, tu vas avoir l'outil de facturation qui est directement intégré à notre produit. Donc on est encore sur un besoin spécifique, hein. On peut pas utiliser un outil généraliste. Il faut que tout soit automatisé directement dans notre outil pour gérer la facture. Et après on va avoir notre outil comptable parce nous on est en compta internalisé. Donc il faut que tout ça puisse communiquer ensemble. Donc la première question à se poser si on parle de digitalisation, c'est on va déjà alors identifier les différentes briques d'outils qu'on va pouvoir être amené à utiliser. Ensuite, première question, c'est ouvert, fermé. Si fermé, alors j'essaie de le faire un peu en arbre, tu vois, décisionnel. Si fermé, retourner à la question précédente. Non, j'irai pas jusque là. Je reste sur ce que je dis. Le plus important, c'est d'utiliser l'outil dont on a besoin. Donc si fermé, ça peut amener de la complexité. Ça veut pas dire que c'est pas un no-go. C'est pas un no-go. Okay. Mais par contre, le concurrent qui va faire la même chose, qui va être ouvert, je pense que l'aspect décisionnel, quand on rentrera plus justement, quand ce sera évangélisé que les outils, il faut qu'ils communiquent. Il faut justement automatiser des choses qui peuvent l'être, forcément desservira celui qui est pas ouvert. Ok. Donc on choisit. Si pas ouvert, on sait. Si ouvert, il y a quoi? Il y a check de est-ce qu'il y a intégration bidirectionnelle avec un outil, ou s'il y a accès à l'API. S'il y a accès à l'API, on sait que ça va être un peu plus de développement, ou qu'il va falloir faire du Make, du Zapier ou autre. Est-ce que c'est un peu ça les questions, hein. Est-ce qu'il y a une API? Oui, non. Est-ce qu'il y a des services qui utilisent les API? Oui, non. Est-ce qu'il y a déjà des interconnexions? Oui, non. Est-ce que les interconnexions qui existent m'intéressent? Oui, non. Est-ce que parmi celles qui sont disponibles, je peux en tout cas les outils me correspondent? C'est un peu toutes ces questions. Et si dans le pire des cas, si l'outil que je veux utiliser n'est pas disponible, à ce moment-là, tant qu'il y a une API, il y a des possibilités. Ouais, c'est ça aussi ce qui est intéressant de retenir, c'est que tant qu'il y a une API, il y a des possibilités. Toujours. Ah non, c'est une bonne logique, tu vois, aussi de se poser la question. Ok, là il y a cet outil, c'est pas encore, ça existe pas encore, mais ça peut se développer, quoi. Ok. Très clair pour moi sur cet aspect digitalisation. Comment tu vois toi la montée en puissance, le rôle de l'expert comptable justement dans tous ces sujets de digitalisation, sachant qu'aujourd'hui chez Billy, c'est quoi? Vous adressez entreprise en direct, vous passez par les cabinets? On adresse les deux aujourd'hui. Entreprise et cabinet, ça dépend du cas d'usage. On a des cas d'usage vraiment d'automatisation de la saisie comptable et des cas d'usage vraiment, on va dire, presque automatisation de la facturation des sales pour l'administratif de la boîte. La place du cabinet, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein,
c'est connaître l'environnement des outils, conseiller le client sur quel outil il doit adopter, ce qui ne doit pas lui desservir. Ça, c'est important. Je pense l'outil du client est important pour l'expert comptable. On va revenir sur le même sujet. S'il y a des intégrations possibles, s'il y a de l'automatisation possible, de fait, ça va servir les intérêts de l'expert comptable. Par contre, en sens inverse, faire adopter un outil à un client qui ne correspond pas à ses besoins, c'est pas non plus quelque chose qui soit bon dans l'ensemble. Donc c'est vraiment, on va dire, dans l'aspect conseil, c'est que le conseil doit être le moins orienté possible sur des besoins qui ne sont pas ceux de l'entreprise. Donc à l'inverse, le plus orienté possible vraiment sur le besoin de l'entreprise. Ça, c'est le rôle, selon toi, de l'expert comptable, d'être capable d'identifier ça. Si je le traduis d'une certaine manière, c'est pas parce que dans le pack d'outils que tu prends, il y a un outil de facturation qui est compris dans ton forfait que tu dois aller le proposer à tous tes clients, parce qu'en gros, peut-être qu'il fonctionne pas sur tous tes clients, quoi. Il fonctionnera pas sur tous les clients, il fonctionnera sur une partie, mais vraiment il y a quand même beaucoup de besoins spécifiques, et pour moi l'intérêt quand même premier d'un expert comptable, on le sait aujourd'hui, l'expert comptable c'est une oreille c'est une voix qui est très écoutée. C'est le partenaire de confiance, bien sûr. C'est vraiment le partenaire de confiance de l'entreprise. Ce qui peut, si on se projette un petit peu dans le futur, ce qui peut commencer à devenir compliqué dans cette vision d'imposer un outil particulier, c'est qu'on n'est pas non plus marié à son expert comptable. Si demain je veux changer d'expert comptable et qu'il m'impose de changer d'outil, ça peut pas marcher en fait. Tu veux dire si tu as un nouvel expert comptable? Ah non, tu veux dire si ton expert comptable t'avait imposé un outil et que tu veux en changer, tu te sens un peu bloqué. Si mon expert comptable m'impose un outil que je veux changer pour une raison ou pour une autre d'expert comptable, et qui m'impose un autre outil, en fait, pour moi, changer d'expert comptable ne doit pas influer sur la gestion de ma boîte. Et en même temps, c'est ce qu'on va voir arriver de plus en plus, tu vois, avec des outils SaaS qui s'adressent directement aux entreprises en matière de gestion. Il y aura le client final sera beaucoup plus moteur en fait dans le choix de son outil. Je vais donner tiens, le client il utilise Time, quand il va changer d'expert comptable, il va lui dire j'utilise Time, est-ce que vous l'utilisez? S'il utilise Pennylane, il va dire j'utilise Pennylane, est-ce que vous l'utilisez? S'il utilise d'autres outils de la même manière, tu vois, la logique est la même. Ça restreint les possibilités, on va dire. Est-ce que on se coupe, est-ce que on va choisir un expert comptable pour son outil? Est-ce qu'on va choisir un expert comptable pour son outil? Franchement, pas à 100%. Enfin, je crois pas. Tu viens de me poser une question. Ça peut. Ah ouais, non, t'as raison. Mince, on faisait exactement ce qu'on disait. Ouais, non, franchement, je crois pas à 100%, mais je pense que c'est quelque chose quand même qui va être de plus en plus à surveiller dans les années à venir. Et au même titre, l'expert comptable devra être de plus en plus force de proposition de différents outils. Avant que ce soit ces nouveaux outils qui viennent et qui en communiquent avec le client final. Je pense. J'ai une anecdote, tu vois, sur ça. Il y a 5 ans, quand je me suis lancé, j'avais un rendez-vous avec un expert comptable dans Paris, dans le 9e. J'arrive un peu en avance. Je sais pas si je l'ai déjà raconté ou pas. Bref. Et je me pose dans un café et la personne me dit ok, vous faites ça. Moi, je viens de passer sur tel outil, un outil de pré-comptabilité. Tu vois, il y a 5 ans. Et il me dit j'en ai pas encore parlé à mon expert comptable. J'avais rendez-vous, c'était le café en dessous. Ok, je vais voir l'expert comptable. Il me dit lui en parlez pas parce que du coup je vais reparler de mes honoraires avec lui puisque c'est moi qui vais faire le job à sa place. Et tu vois, il y a ce truc dans les outils qui fait que, alors évidemment j'en ai parlé, comme ça il a été prévenu et ils ont levé le sujet, j'ai pas eu la suite, mais tu vois, il y a ce truc avec les outils qui vont du coup s'adresser directement à l'entreprise finale, et à mon sens c'est aussi au rôle de l'expert comptable, et c'est pour ça que je veux qu'on fasse cet épisode aujourd'hui, qui est de faire diffuser la culture de la digitalisation auprès des cabinets pour que ce soit aussi le cabinet qui soit force de proposition dans tout ça. On peut toujours être force de proposition, mais on va dire la frontière de
de la contrainte contre les intérêts est quelque chose quand même à bien appréhender. C'est-à-dire forcer un client à utiliser un outil ou un autre, si c'est pas parfaitement aligné aux intérêts de la boîte, ça sert pas à la boîte. Ah bah évidemment, ça va mettre un point de friction terrible. Mais alors, du coup, on dit la même chose. D'où l'importance de bien checker les différents outils et d'être force de proposition par rapport à, ok, t'es un CHR, utilise tel outil de caisse, t'es dans le bâtiment, tu pourrais utiliser tel outil, etc. T'es dans la boîte de service, tu fais du e-commerce, tu as tel truc, tu as vraiment cette logique de pôle digital qui peut se créer et qui va pousser des infos aux clients, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et quand même en gardant la dimension d'intérêt pour le comptable, c'est aussi de pousser des outils qui connaît, qui soient intégrés au sien, parce que c'est quand même important qu'on arrête un peu tout ce travail de saisie, de double saisie, etc. Ou même d'import-export, hein, on en parlait tout à l'heure, mais faut vraiment pour moi, deux choses: servir les intérêts de la boîte et basculer vraiment sur de la compta automatisée, vraiment. Et ça, c'est possible maintenant, selon toi, avec la digitalisation. On peut arriver à ce niveau d'automatisation? La compta peut être automatisée, selon toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, la compta peut être à 90% automatisée. Qu'est-ce qui manque pour les 10%? Le B2B. C'est-à-dire que les échanges du vendeur et de l'acheteur soient connectés. Ok. Donc un peu la loi de finances. Hein, donc en vrai, une fois que la facture électronique passe. Une fois que la facture électronique passe, ce sera les 10% manquants. Après, pour spoiler un peu, nous on va déjà dès cette année pouvoir mettre en place ça avec tous les outils qui sont connectés à Billy. On est déjà en capacité de faire du B2B, peu importe le logiciel, en tout cas s'il est connecté à Billy. C'est-à-dire, vas-y, dessine-moi un peu le process. C'est-à-dire, toi, tu utilises... on peut donner des noms ou pas? Ouais, bien sûr. Toi, tu utilises Axonote. Ton client utilise celle-ci. Toi, tu vas faire ta facture. Demain, elle est chez ton client dans celle-ci. Tu lui as pas envoyé, t'as rien fait. Tu as juste fait une facture et lui, elle est comptabilisée. Et la place de Billy au milieu de tout ça? La place de Billy, c'est que toi, si t'es connecté à Billy et ton client aussi, toi, D'accord. Donc il faut, ok, donc je comprends. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai par exemple, je vais donner toute la stack d'outils. Donc mon cabinet, on utilise Pennylane. Moi, j'utilise potentiellement Axonote, même si au moment où ce sera diffusé, je ne suis pas sûr d'être encore sur Axonote, mais parce que c'est pas grave, moi je dis tout, parce que justement Billy vient s'intégrer dans mon CRM Pipedrive. Comme ça, au moins vraiment, ça vous permet d'avoir tout le schéma qui peut être le cas du schéma de vos clients. Et donc du coup, comme j'ai Billy qui vient communiquer entre mon Pipedrive et mon outil de compta pour la facture, tac, si mon client lui aussi il a connecté son Billy pour X ou Y raison, qu'il le sache ou qu'il le sache pas d'ailleurs, parce qu'il est possible que son cabinet ait connecté Billy pour la remontée d'infos. Alors à ce moment-là, quand moi je vais lui envoyer la facture, ça va passer directement en compta parce que ce sera passé dans les tuyaux de Billy, c'est ça? Alors ce sera pas exactement ça, parce qu'on va pas pouvoir automatiser ça sans l'accord de ton client. Ouais, c'est ce que j'allais y venir quand même. Tu vois, je me suis dit attends, donc il faudra limite. Donc il faudra qu'il active cette possibilité-là, sinon ce sera pas possible. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est toi, tu vas faire ta facture dans Pipedrive, elle est directement dans Pennylane. Dans Pennylane, t'as facturé un client qui est dans ton client qui lui utilise celle-ci. Si tout le monde est connecté, il y a rien d'autre à faire. Et si son comptable à ton client, celle-ci utilise Time, il est aussi comptabilisé dans Time. Donc du clic que tu as fait, toi, dans ton logiciel de CRM, à la pièce comptable enregistrée dans Time, donc on voit qu'il y a 4 outils là qui sont en jeu, il y a eu concrètement 0 action. Alors que ça aurait pu prendre beaucoup de temps à beaucoup de personnes. Alors qu'aujourd'hui, si tu silotes, toi, tu vas gérer dans ton CRM, tu vas recopier les données dans Pennylane, tu vas sortir ta facture, tu vas l'envoyer à ton client, il va l'enregistrer dans son celle-ci et il va l'OCRiser. Alors ça aussi, on évite à tout prix. D'ailleurs, on n'utilise même pas, nous, absolument pas d'OCR.
Donc il enregistre dans celle-ci et après il passe à son comptable qui fait des imports-exports. Donc voilà, ça l'objectif c'est vraiment de le réduire à zéro. Donc ça, ce serait donc ça, c'est ce que vous allez faire vous chez Billy si tout le monde est rattaché. Donc ça voudrait dire que si vous avez 100% du marché, grosso modo, c'est l'équivalent de la facture électronique. Juste que je puisse me projeter, tu vois, sur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Billy a été pensé pour faire du B2B. Donc on a pivoté sans renier non plus comment on a été construit, parce que la plateforme est construite, est toujours construite pour faire du B2B. Super intéressant. Quelle est la place de l'IA selon toi dans tout ça? Alors la place de l'IA, elle est sur l'automatisation de la catégorisation des ventes et des achats, par exemple. Et là, pour aller faire un peu de la compta analytique, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. On parle beaucoup de data lake, etc. Je pense que c'est vraiment un vrai enjeu de demain, la data. L'exploiter, mieux comprendre la donnée. L'IA sur le côté vraiment saisie comptable, pour vraiment avoir une finesse qui soit presque humaine, on va dire. Donc on parle d'IA, mais c'est vraiment des algorithmes très 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 améliorés, presque auto-apprenantes, en tout cas qui vont aller un peu puiser des sources d'inspiration à droite à gauche pour avoir de la donnée la plus précise possible. Donc je pense qu'il y a ça, et je pense que ça c'est déjà un gros enjeu, et ça participe à l'automatisation de la saisie et justement de supprimer tout ça. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en place de notre côté. Et une deuxième chose, c'est nous sur quand tu configures Billy entre deux applis, t'as forcément normalement théoriquement une phase de configuration. Et nous on a déjà intégré des modèles pour supprimer toute cette phase de configuration. Donc on va vraiment automatiser le plus possible la reconnaissance de tout ce qu'on peut pour que tu connectes en 2 clics et que ça fonctionne comme tu veux. Donc une expérience sans couture, et une fois que tu auras le B2B, en gros la compta sera enfin réellement automatisée, quoi. C'est le but vraiment, le but c'est vraiment l'automatisation, c'est de supprimer toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. On va pas se mentir, on voit une facture par mail, il y a 0 valeur ajoutée. Passer un OCR dessus alors que la donnée elle est déjà connue ailleurs, enfin c'est un non-sens. C'est un peu le Facturix essaye de combler ce problème-là. Maintenant, au-delà du Facturix et tout ça, c'est comment on automatise de bout en bout la chaîne, et comment on va dire la donnée est certifiée de bout en bout. Et je trouve ça assez rassurant dans un monde parfait, que quand tu factures toi dans ton logiciel, le lendemain presque c'est chez le comptable en face. Donc ça veut dire que tout l'aspect réconciliation aujourd'hui qu'on fait sur checker si toutes tes ventes sont bien les achats chez l'autre personne, tout ça pour moi doit vraiment être demain quelque chose d'unifié, quoi. C'est quand demain, selon toi? Tu vois, si on est réaliste, parce que c'est en fait ce que tu es en train de décrire là, d'une certaine manière, c'est la compta en temps réel. C'est la compta en temps réel automatisée. C'est la compta, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment la compta en temps réel automatisée. Quelle échéance? Je pense qu'on peut dire que dans les 5 ans, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Magnifique. Donc on retourne le même épisode en 2039, et là le métier a totalement changé. On a enfin la compta en temps réel accessible. Ce qui est intéressant, c'est que c'est accessible à toutes les boîtes. 2029, ouais. 2029. J'étais un peu loin. Dans 2039. J'étais un peu loin. 2039, où on sera en 2039, hein? C'est ça la vraie question. Tu soulevais un sujet, merci d'avoir rattrapé. Tu soulevais un sujet qui est la data.
le data lake, comment, à ton avis, un cabinet de moins de 10 personnes, tu vois, sur lequel il n'y a pas une masse de données qui permettrait de faire tout ce dont on vient de parler, comment ça va s'organiser selon toi et comment ils vont pouvoir gérer tout ça? Ça, la profession, on a déjà un peu évoqué le sujet sur le data lake un peu global. Je pense qu'un des gros aspects conseil, et si je me rappelle, c'était il y a bientôt 15 ans maintenant, mais quand à l'époque je faisais de la saisie comptable, on voyait des choses. On voit des choses quand on saisit, on voit des choses où on se dit c'est le client, il y a un problème chez le client, mais en fait presque ça s'arrête là. On le voit, ça s'arrête là. On n'a pas d'éléments comparatifs, on peut pas aller lui prouver qu'il y a un problème. Et je pense que vraiment la donnée peut servir à ça, peut servir à une base comparative pour faire du conseil, de mettre des alertes. Même, je pense qu'on pourra avoir dans 5 ou 10 ans des alertes automatisées sur attention le niveau de rentabilité. Sur du forecast, il y a quelque chose qui va mal se passer. Enfin, vraiment aller beaucoup dans l'anticipation. Beaucoup plus de prédictif. Ouais, beaucoup plus de prédictif. Je pense que c'est bien ce qui manque aujourd'hui. Alors c'est aussi l'aspect le plus complexe de la finance, le prédictif. Parce que quand on parle de prédictif, faut remonter très 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 tôt dans l'information. Et si on reprend nos silos, l'information du prédictif doit partir des leads. Donc sur une boîte qui utilise un CRM et qui s'en sert, l'aspect prédictif, s'il part pas du lead, ça veut dire la source d'info initiale n'est pas fiable, quoi. La source d'info initiale n'est pas fiable, c'est ça. C'est si on part de l'historique du compte bancaire et qu'on fait du prédictif avec ça, alors ça le fait. Mais c'est pas fiable à 100%. Ouais, ce serait un peu l'équivalent que d'essayer de faire du prédictif sur un restaurant sans prendre en compte la météo et savoir s'il a une terrasse, quoi. C'est comme si tu veux faire du prédictif sur la bourse. Tu prends le passé et tu t'en conclus le futur. Donc Mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais on voit. Mais il faut quelque chose pour analyser. Exactement, mais si je reprends l'exemple de la bourse, il y a deux phases d'analyse sur la bourse. T'as les analyses fondamentales qui va se baser sur la boîte, ses actifs, etc., et l'analyse de variation de cours. Je pense qu'historiquement, ça a toujours été plus fiable de s'assurer que les fondamentaux de la boîte sont bons. Et sur une entreprise, on va justement les fondamentaux, c'est est-ce que le pipe de vente est toujours alimenté, etc. Donc tu crois sur cette histoire de data, tu crois beaucoup dans le data lake de la profession, quoi. C'est ça qui va pouvoir unifier et récupérer le plus de données. En tout cas, il faudra voir comment c'est mis en œuvre, qu'est-ce qui sera disponible, mais de toute façon, ce sera utile. L'heure tourne, l'heure file. Qu'est-ce que tu aurais comme ressources, tu vois, qui peut permettre aux auditeurs qui sont encore avec nous aujourd'hui de creuser potentiellement ce sujet de la digitalisation, avancer, prendre goût à l'histoire ou progresser sur le sujet? Quand tu parles de ressources, site internet, blog, vidéo, livre, podcast, ce que tu veux qui permette, tu vois, une ressource à découvrir. Déjà ton podcast. Non, en ressources, je pense qu'il y a énormément de ressources disponibles. Je pense qu'au-delà des ressources, c'est vraiment. Je pense que ce qui sera important demain, c'est de vraiment s'intéresser à ce sujet-là et se l'approprier. Donc on peut avoir plein de ressources. Moi, ce que je conseille toujours quand on va chercher de l'information, c'est d'aller la chercher vraiment de partout et de se faire son propre avis. Et par où on commence? Sans le fait qu'on commence, c'est que tu vois, pour moi, la digitalisation au cabinet, ça va être très souvent orienté sous le prisme de l'outil de prod.
Ce que j'espère après ces 50 minutes et ce moment passé ensemble, c'est que on a réussi à faire comprendre que la digitalisation, en fait, c'est bien au-delà et c'est bien autre chose que l'outil de prod. L'outil de prod en fait partie, puisque du coup, ça doit faciliter la vie du cabinet, mais ça va quand même vraiment, vraiment bien au-delà. Du coup, il y a cette logique de culture. Comment, selon toi, on peut commencer à infuser cette culture? Donc, on cherche partout, on cherche sur YouTube, on cherche sur Google. Qu'est-ce qu'on peut checker en France, à l'étranger? T'as des pistes sur ça? Pas particulières. Tu vois, parce qu'à un moment, je voulais te poser la question, c'est-à-dire que toi, quand on voit la myriade d'outils, tu vois, quand on va au congrès de l'ordre des experts comptables, il y a chaque année un peu plus d'outils, ce qui, en tant que professionnel, tu peux te dire, non mais attends, à quel moment j'ai le temps de chercher tout ça? Comment un petit conseil de veille, comment on pourrait faire le benchmark, comment vous avez des infos en plus sur les outils, comment on peut s'y retrouver? Après, t'as des sites qui vont venir faire des comparatifs. Je pense à Independent.io ou des sites qui y ressemblent. Ça peut permettre déjà de faire un premier benchmark, on va dire, sur ce qui est disponible ou pas. C'est vrai que on disait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'outils et il y en aura de plus en plus. Ah ouais. Et il y en aura de plus en plus. Et je pense qu'il y a un autre axe, c'est de s'intéresser à qu'est-ce qu'utilisent les clients, qu'est-ce qu'utilisent les entreprises, est-ce que ça leur correspond, pourquoi ça leur correspond. Je pense qu'il y a un petit travail de découverte aussi à faire. Je vois trop souvent d'experts comptables qui me disent mais moi je sais pas quel outil utilise mon client. Donc en soi c'est pas un problème. Mais du coup, quand on parle de l'aspect conseiller un outil, on voit vite que le réel nous rattrape. Ouais, super intéressant. Donc l'action, voilà, j'ai envie de dire, s'il y a une ressource, la ressource en fait, c'est de faire un audit digital des clients. Un rapide audit digital, quoi. Ouais, un rapide. En tout cas, de faire un peu la carte de ce qu'ils utilisent. Et je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent encore Excel, Word, etc. Demain on doit les faire changer, il faut de toute façon que l'expert comptable soit quelqu'un qui va nous conseiller un outil. C'est historiquement un peu comme ça que ça se passe de toute façon. Il faut que ce soit adapté aux besoins du client. Pour que ce soit adapté aux besoins du client, il faut un peu connaître l'écosystème. Et si on est dans une verticale, si on a un cabinet verticalisé sur un segment, c'est plus simple. Oui, forcément, parce qu'on connaît mieux, et d'où l'intérêt en plus d'être verticalisé. C'est ça. Mais tous ne le sont pas et tous n'ont pas la possibilité de l'être. Je pense qu'on a les cabinets parisiens qui ont possibilité de se verticaliser. Les provinciaux beaucoup moins. Donc on a aussi deux modèles un peu qui s'affrontent et. Ouais, tu le vois concrètement sur le marché aujourd'hui. Ah, on le voit beaucoup. On voit beaucoup sur le cabinet. En tout cas, le cabinet parisien est beaucoup plus digitalisé aujourd'hui. Mais faut pas oublier d'accompagner tout le monde. Ouais, bien sûr, tout le monde doit être embarqué dans ce bateau. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous êtes toujours là à nous écouter jusqu'à maintenant, nous, on a créé une ressource chez Booster Digital. C'est pour ça que ça me fait rire que t'en parles. On a créé une matrice d'audit digital à destination, parce qu'on le fait l'exercice avec nos clients. En fait, on le fait aussi bien pour les clients. C'est toujours intéressant en fonction des tailles de cabinet de se poser la question sur soi. Et puis, de toute façon, moi, je suis toujours partant du truc ok, on commence par soi, on voit comment ça marche et ensuite on le fait pour les autres. Et du coup, on a créé une matrice, une cartographie, d'audit digital à faire pour le cabinet et pour les clients. Donc, si vous êtes encore là et que vous entendez ce message, envoyez-moi un message sur LinkedIn et je vous enverrai cette ressource avec grand plaisir. Tiens, ça m'a fait penser parce que c'était l'action, donc je me dis tiens, pourquoi pas, on s'est même pas concerté avant. C'est bon à savoir parce qu'on nous le demande aussi de temps en temps. Un outil pour faire ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on il y a certains experts comptables qui nous demandent, mais moi je suis pas en capacité de savoir tous mes clients qu'est-ce qu'ils utilisent. Du coup, est-ce que vous pouvez m'accompagner là-dessus? Ah, intéressant. Bon, faudrait créer quelque chose. On s'en reparle en dehors du micro. Je pense que c'est en réalité assez simple, mais il faut le faire. Pour moi, tu vois, ça rentrerait dans une mission de digitalisation. C'est-à-dire que là, il y a la facture électronique qui va arriver. Il y a tout qui peut se mettre en place. Tu pars de l'audit
des recommandations à l'intégration de nouveaux outils dans le process de la digitalisation de la fonction finance, et ça ne s'adresse pas qu'aux grosses boîtes, ça s'adresse à tout le monde. Et c'est le meilleur moment pour commencer à le faire. Donc, est-ce que créer un outil en plus serait intéressant ? Je pense pas, parce que c'est vraiment à mon sens, un truc que vraiment le cabinet doit prendre à bras le corps et se dire bon bah ok, vas-y, c'est bon, j'y vais, je m'intéresse à mes clients, je dois m'y intéresser. Après, que ce soit un peu compliqué, qu'il y ait la période fiscale, qu'il y ait tout ça qui arrive, c'est vrai qu'il y a pas, enfin faut savoir prioriser, mais c'est tellement gros, la vague est tellement grosse, et j'aime bien l'image que tu donnes, c'est faut embarquer tout le monde dedans, c'est pas que Paris. Donc du coup why not quoi. Mais en tout cas voilà, si vous avez entendu ça, on a notre petite matrice, qui est dispo. Envoyez-moi un petit message sur LinkedIn et je vous la partagerai avec grand plaisir. En tout cas moi elle m'intéresse donc. Je te l'envoie avec grand plaisir après. Tony, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose ? Je sais pas, si tu veux, on arrive à la fin de l'épisode. Alors je me dis tiens, est-ce qu'un mot en plus ? Est-ce que t'as passé un bon moment ? Oui, j'ai passé un très bon moment. C'est le premier exercice pour moi. Ouais. Je suis ravi de le faire ici. Où tu vois Billy dans 5 ans ? Nous, ce qu'on essaye de porter comme vision, c'est d'être parfaitement agnostique, un peu au centre de l'adoption des outils. Et on pousse vraiment de nouveaux cas d'usage qui sont demandés par nos utilisateurs. On est toujours à l'écoute de nos utilisateurs, que ce soit des entreprises, donc sur l'aspect CRM pour déployer de nouvelles choses, etc. Je vois Billy comme vraiment servir les intérêts du business, et demain d'avoir le maximum d'outils connectés pour justement pousser cette vision d'agnosticité et d'interconnexion, d'interopérabilité. On en parlait beaucoup, hein. C'était aussi un des gros sujets de la facturation électronique, de pourquoi ça a été reporté. Mais l'interopérabilité, c'est notre raison d'être. Donc dans 5 ans, j'espère fois 5 ou fois 10 d'outils qu'on a disponibles aujourd'hui. Allez, rendez-vous pris. Où est-ce qu'on peut te contacter ? Sur LinkedIn. Ouais, on va le mettre le lien en commentaire. Sur LinkedIn, sur notre site, et on est toujours pareil, hein, toujours à l'écoute des besoins. Donc faut surtout pas hésiter à nous pousser des idées. Le produit est conçu pour ça. On écoute tout le monde. On développe en fonction des besoins. Et je confirme, parce qu'on s'est vu il y a un mois, je t'ai demandé un truc et en un mois ça a été développé ou corrigé entre temps, donc c'est vraiment la boîte qui est à l'écoute des utilisateurs. Exactement. Impeccable. Et ben écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci pour tes retours. On va suivre l'aventure Billy avec joie. Je pense que ça a un vrai impact pour les cabinets et pour leurs clients. Donc c'est en plein dans le cœur du sujet de ce podcast. Donc j'espère que vous avez passé un très très bon épisode avec nous. Vous connaissez la musique. Si ça vous a plu, mettez 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur et partagez le podcast au plus grand nombre, parce qu'en fait, plus on est de monde à écouter ce type d'informations, plus on pourra faire évoluer nos entreprises et avoir plus d'impact sur notre écosystème, ce qui est quand même le but pour moi de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Tony, merci encore pour ton temps et merci, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.